Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et oui, notre vue de haut aujourd'hui avec Jean-Frédéric Poisson. Alors, candidat à la présidentielle 2022, en tout cas c'était le cas en juillet 2020 quand vous avez fait vos annonces, président du parti VIA, la Voix du Peuple. Vous étiez candidat, vous avez annoncé votre candidature, mais vous avez aussi annoncé sur une radio concurrente votre soutien possible à Éric Zemmour, lui qui n'est pas encore candidat. Alors pourquoi une telle précipitation ? Est-ce qu'il fallait faire tout de suite pencher la balance ? C'est pas de la précipitation, c'est le résultat d'une réflexion, d'une maturation assez longue et d'une volonté très ancienne chez nous. Parce que nous travaillons depuis 4 ans maintenant à ce projet qui, je crois, indispensable pour le redressement de la France, c'est-à-dire la réunion Des droites. sous la même bannière de toutes les personnes de bonne volonté, de préférence conservatrice, pour dire les choses un peu rapidement, mais nos auditeurs comprendront. Vous avez parlé, oui. Et donc... j'ai toujours dit, avec une forme de constance qu'on ne m'enlèvera pas, que je serais le candidat conservateur à l'élection présidentielle, sauf si quelqu'un qui était mieux placé que moi, qui porte un projet politique proche du mien ou similaire au mien, était mieux placé pour le faire. Donc je constate qu'Éric Zemmour semble l'être aujourd'hui. J'ai bien compris qu'il avait l'intention d'être candidat, même si sa volonté n'est pas encore complètement exprimée. Je constate que son projet politique est proche du mien et similaire au mien sous beaucoup de rapports, même si nous avons quelques nuances de forme comme de fond. Oui, d'ailleurs, vous avez émis quelques conditions à votre rassemblement. C'est ça, oui. et donc à partir du moment où il est d'accord pour travailler à ce rassemblement, qu'on appelle assez rapidement Union des droites, mais qui doit pouvoir aller au-delà, que je souhaite moi sous forme confédérale, et ça n'est pas exactement le schéma du RPR des années 90 qu'Éric Zemmour présente, y compris je crois hier après-midi, quand il a parlé. Voilà. Et par ailleurs, je constate, mais vous le voyez comme moi, même si on parle beaucoup plus de la candidature possible d'Éric Zemmour quand on parle de lui et des raisons pour lesquelles il est infréquentable, insupportable, nauséabond et j'en passe, sans d'ailleurs préciser exactement ce qu'il dit lui-même directement. Je pense nécessaire que le candidat Zemmour infléchisse son projet politique dans le sens d'une prise en compte plus importante des fragilités dont la France souffre et dont les Français souffrent. Mais on y reviendra sans doute dans cette conversation. Oui, qui est tout à fait votre programme depuis toujours, prendre en compte... C'est notre ADN. C'est cette idée que... c'est d'ailleurs une différence avec la droite de la droite française. J'aime pas ces expressions, mais il faut bien parler, comme dit l'autre. Oui, bien sûr, l'immigration pose problème à la société française. Oui, bien sûr, les déséquilibres démographiques posent problème. Oui, bien sûr, l'islam conquérant pose problème. Mais la France ne souffre pas que de ça. Et quand bien même la France aurait réglé ces 3 problèmes de l'immigration, de l'islam conquérant et de la défense de notre patrimoine, nous n'aurions pas tout réglé. Parce qu'il y a des choses qui ne relèvent pas de cette logique. Ça serait déjà un bon début quand même. Ah, mais je prétends pas que ça soit inutile, je dis que ça n'est pas suffisant. Et je dis qu'il y a des tas de gens qui ne vont pas bien dans leur existence, pas du tout à cause de l'immigration, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de quoi vivre, parce qu'ils sont massacrés sur leur lieu de travail, parce qu'ils ont des conditions de vie qui sont très compliquées, et ça n'a rien à voir avec... donc je dis pas que c'est inutile, je dis simplement que cette apparence... de vouloir traiter un seul thème alors qu'il y a beaucoup de domaines de la vie des Français qui doivent être pris en compte est handicapant. Et en plus, je pense que ça ne règle pas encore une fois l'intégralité. Peut-être que tout est lié quand même au même ressort, une forme de mondialisme ouvert avec une concurrence avec tous les pays, nous, la Chine, etc., qui ont des revenus tout à fait... Oui, certainement. Enfin, je veux dire qu'il sont bien entendu des problèmes à plusieurs entrées. C'est toute la difficulté et l'intérêt de la chose politique. Mais je dis simplement... Alors aujourd'hui, par exemple, s'ouvre la journée de la santé mentale. Bon. Sujet que j'ai travaillé moi-même beaucoup au Parlement, et en particulier sur les questions des conditions de travail et dans les entreprises, par exemple, ou dans mon territoire autour de Rambouillet, pour monter un système de prévoyance en termes de santé mentale. La plupart des gens qui sont concernés par ces difficultés le sont parce qu'ils ont mal traversé la crise sanitaire, parce que, encore une fois, à leur travail on les maltraite, et c'est pas la faute des Chinois, c'est la faute du fait qu'il n'y a plus aucune école supérieure en France de commerce ou d'ingénieur où on apprend ce que sont les besoins d'une personne au travail.
On apprend sur le plan éthique ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On apprend ce qu'on appelle le cost killing, mais on n'apprend pas couper les dépenses, oui. Les dépenses. C'est ça, mais on n'apprend pas à manager les gens. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est... Pourtant, l'avenir est à la start-up, aux nouveaux métiers comme celui de business manager. Et je suis désolé pour l'anglicisme, mais... Oui. Il y a encore une tirelire ici ou pas? Oui, parce que là, décidément, on va gagner beaucoup d'argent. Là, vous y allez quand même très directement et très fort. Alors, vous avez parlé dans une tribune d'une confédération des conservateurs sociaux. Donc, en gros, est-ce que c'est votre vision de l'Union des droites? On y vient. Et justement, hier, il y avait ce salon, on va dire, de la journée du conservatisme, où Boulevard Voltaire et peut-être Marc Hainaut en personne étaient présents, mais aussi des membres de votre bureau aussi, Jean-Frédéric Poisson. Alors, qu'est-ce que c'était que cette journée du conservatisme? Est-ce que c'est une image peut-être de cette confédération des conservateurs sociaux à laquelle on pourrait arriver? C'est une des manières de faire. Et je n'y étais pas à titre personnel puisque je rentrais de Belgrade. On va en parler juste après. Oui. Mais effectivement, des membres de notre bureau politique étaient présents et la revue Le Nouveau Conservateur que j'ai l'honneur de diriger, dont Paul-Marie Couteau est le directeur de la publique et de la rédaction, était représenté également. C'est une des façons. Le Nouveau Conservateur, la revue que nous publions avec Paul-Marie Couteau, est une des manières de rassembler toutes les personnes qui réfléchissent de ce côté-là du champ politique. Il y a des tas de mouvements qui le font, des tas d'associations qui le font, des blogs qui le font, des think tanks qui le font, des revues qui le font, des médias qui le font. Maintenant, il faut qu'un parti politique le fasse. C'est la seule pièce qui manque à l'édifice, d'une certaine manière. Or, il n'y a que deux façons de faire. Soit, effectivement, on fait... alors, je vais employer des gros mots que nos éditeurs me pardonnent. Soit on fait l'UDF. Ouh là là, oui. J'avais prévenu. Reconnaissez que j'avais prévenu. Soit on fait l'UDF, soit on fait le RPR. C'est-à-dire... effectivement, ou le Parti communiste et le Parti socialiste, c'est comme vous voulez. Mais enfin, il n'y a que deux façons de faire. Soit une organisation pyramidale dans laquelle on essaye de vivre comme on peut, de faire vivre comme on peut des différences de nuances d'appréciation et qui finit par exploser parce que c'est comme ça. Soit effectivement une organisation plus confédérale, plus partagée, mais qui fait l'effort de se rattacher à une doctrine commune. Autrement dit, ce que je vois, et je les connais bien puisque j'étais à l'intérieur de ça pendant quelque temps, pourquoi l'UMP échoue et a échoué? Pourquoi les Républicains échouent? Parce qu'ils ont voulu calquer leur organisation sur celle du RPR en prenant la doctrine de l'UDF. Il faut faire l'inverse. Un problème de fond. Bien sûr, un problème de fond. Pas de ligne politique dans un truc qui est enrégimenté et qui est pyramidal. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut faire l'inverse. Il faut se donner une doctrine solide, extrêmement solide, et je ne veux pas être suspect d'être hostile à la solidité, à la fermeté des doctrines, dans une organisation qui soit souple. Il n'y a pas d'autre organisation souple possible que celle d'une confédération. Et vous ne pouvez pas monter quelque chose de nouveau en demandant aux gens qui sont susceptibles d'y venir. La première chose qu'on vous demande, c'est de déchirer votre carte, vous mettez à la poubelle 15 ans de militantisme, vous oubliez vos amis, etc. Puis après, vous pouvez rentrer chez nous. C'est impossible, ils ne le feront pas. C'est ce que fait le RN, en fait, finalement, en quelque sorte, en faisant venir des micro-partis, en créant à l'intérieur du parti, je pense, à la droite populaire. Ça, c'est assez artificiel. Et puis, ça ne trompe personne. Enfin, il n'y a aucune volonté de la part du Rassemblement national à respecter pour de vrai l'identité, l'autonomie et, l'autonomie de parole. Et justement, Marc Hainaut parlait du RN. L'Alliance, la Confédération peut aller jusqu'à là-bas, jusqu'au RN? Ah, mais c'est pas une alliance de parti, de toute façon, où ce sera résiduellement une alliance de parti, c'est une alliance de personnes. C'est pour ça, le parti politique, c'est un mal nécessaire, comme si de temps en temps, comme disait Churchill à propos de la démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Donc on ne sait pas faire autrement. Donc il faut que la forme juridique, encore une fois, soit celle d'un parti politique, parce que sans quoi vous n'entrez pas dans l'arène politique, mais que par ailleurs, on oublie tout le reste. C'est-à-dire que on doit pouvoir effectivement accueillir le plus largement possible. Donc vous ne dites pas non à l'accueil de certains membres du RN, et vous ne dites pas non aux patriotes, peut-être qui peuvent être plus à gauche de l'échiquier. Madame, je ne l'ai jamais fait. Vous avez invité ce matin, et merci de votre invitation, la seule personne et le seul chef de parti du paysage politique français qui ait jamais passé des accords électoraux avec le Rassemblement national. On l'a fait au municipal l'an dernier, et nous avons fait liste commune avec Florian Philippot dans la région Grand Est, au régional, il y a quelques mois. Donc vous voyez, s'il y a quelqu'un qui, quand il parle d'union, moi je ne me contente pas de parler d'union, en disant l'union c'est formidable, ce serait formidable, vivement que ça se fasse derrière moi. Non, nous avons démontré que nous sommes capables de le faire,
avec d'ailleurs des fortunes diverses, il faut quand même le reconnaître. Mais voilà, c'est notre volonté et je pense que la candidature d'Éric Zemmour peut donner l'impulsion à la création de cette confédération pourvu qu'il le souhaite. Alors Éric Zemmour parle d'une droite populaire et d'une droite de l'union de la droite populaire et de la droite bourgeoise. Est-ce que pour le moment il ne réunit pas plutôt la droite bourgeoise ? Ah, c'est toute la question. Ça, c'est la thèse de Patrick Buisson, vous la connaissez. Hein. Ça fait longtemps qu'il pense ça. Je pense qu'il n'a pas tort, mais je pense qu'il ne faut pas s'en tenir là. Je vois quand même chez beaucoup de personnes qui ne sont pas... est-ce qu'on peut être ni bourgeois ni populaire ? Oui, bien sûr, on peut être les deux à la fois, on peut être tout ce qu'on veut. Faut se méfier de ces catégorisations sociologiques que je considère moi comme un peu rapides. Je préfère la bonne volonté, je préfère parler de l'intention et de la volonté des gens, de ce qu'ils souhaitent pour le pays, plutôt que de leur origine sociologique. Et je ne pense pas qu'on soit déterminé à voir la France d'une façon ou d'une autre selon le milieu duquel on vient ou selon sa condition sociale. Alors on va parler de votre voyage au Kosovo. Oui. Vous avez tweeté notamment hier soir à 9h30 du soir, vous voyez, vous êtes fiché. De retour du Kosovo où j'ai rendu visite aux chrétiens enclavés, même crimes et même persécutions par l'islam, avec la scandaleuse complicité de Bruxelles et de l'Occident, comme vous y allez. Mais la résistance est magnifique et pleine d'espoir. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre voyage ? J'étais allé en Yougoslavie et en République serbe de Bosnie il y a quelques années déjà. Et puis je connais plusieurs personnes qui sont de la diaspora serbe en France et donc ce sont des sujets dont j'ai parlé souvent. Mais pour la première fois, je suis allé au Kosovo. Donc, pour que nos auditeurs soient parfaitement au courant, Kosovo, province serbe, que l'Union européenne, avec la complicité ou sous l'influence des États-Unis, a décidé de détacher de la Serbie. A reconnu son indépendance. Pour en faire un État indépendant. Dans des conditions, après la guerre des années 90, dans des conditions qui sont dantesques. Enfin bref. On a reproché à Poutine la question de la Crimée. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est souvent un argument de Poutine, de dire regardez ce qui s'est passé au Kosovo. Il l'a dit d'ailleurs à l'origine de la crise de Crimée. Souvenez-vous du Kosovo et de la façon dont vous traitez les Serbes sur place. Donc il y a dans le Kosovo aujourd'hui, qui est une province à très grande majorité albanaise, musulmane, quelques villages serbes, il n'y a quasiment pas de catholiques dans le Kosovo, d'après ce que je crois comprendre, quelques villages serbes, tous orthodoxes, qui vivent au milieu de ce paysage albanais musulman, gangréné par la mafia, gangréné par le blanchiment d'argent. Je n'ai jamais vu autant de stations-service d'essence, mais rutilantes, mais les nôtres à côté font petit bras. Toutes neuves, avec des lumières partout, etc. Et le Kosovo a comme caractéristique, voyez-vous, de vendre dans ses stations-service 50% plus de pétrole que ce qu'il en achète. Et il n'y a pas de raffinerie de pétrole ni de gisement au Kosovo. Donc ça veut dire que le chiffre d'affaires vient de quelque part. Donc ce pays, en réalité, qu'est-il en train de se passer ? L'Union européenne installe au Kosovo, ou permet par l'intermédiaire du Kosovo à l'Albanie, de réaliser son rêve d'une grande Albanie éthiquement pure. Nous assistons à une épuration ethnique et donc à une forme de génocide dans le Kosovo, premièrement. Deuxièmement, cette épuration ethnique prend les mêmes formes, exactement les mêmes formes que ce que j'ai constaté en me déplaçant à de nombreuses reprises au Proche-Orient pour aller rendre visite aux chrétiens d'Orient. Les Serbes orthodoxes sont des chrétiens d'Orient d'Europe. Ils subissent le même sort, les mêmes méthodes d'intimidation, la même violence, les mêmes kidnappings, les mêmes meurtres, les mêmes attentats, les mêmes confiscations de propriété, les mêmes différences de droits. Et vous savez quoi ? Personne n'en parle. Alors d'abord, personne n'en parle, donc merci de me donner la parole ce matin pour les défendre et pour essayer de faire valoir leur cause. Je publierai chez vos confrères de Valeurs Actuelles sans doute dans quelques jours un texte sur ce sujet si nous y arrivons. C'est la première fois de ma vie, et je me suis promené quand même dans quelques pays du monde, mais je n'avais jamais vu jusqu'ici l'entrée d'un monastère orthodoxe protégé par un véhicule blindé de l'OTAN. Eh bien, ça se passe à 200 km de Belgrade, à 2 heures d'avion d'ici. C'est à Danica, c'est-à-dire c'est à 1 heure au sud de Pristina, la capitale du Kosovo, avec la bénédiction de l'OTAN, de l'Union européenne. Oui, vous parlez de mafia, de blanchiment d'argent, mais il y a aussi l'islamisme aussi qui monte. Mais c'est lié. C'est parfaitement lié. Il n'y a pas de contradiction. On a donné les clés du Kosovo à l'UÇK. UÇK, ça veut dire en albanais Armée de libération du Kosovo. Les responsables de l'UÇK sont arrivés au pouvoir il y a une vingtaine d'années. Ils l'ont quitté depuis, mais ils venaient tous de la mafia albanaise en réalité.
Il y avait une collusion, comme de beaucoup d'endroits, entre les armées de libération et puis le milieu local. Le président du Kosovo, Hashim Thaçi, est poursuivi d'ailleurs par la Cour pénale internationale. Absolument. Ce qui démontre un petit peu le paradoxe d'ailleurs. À la fois, on installe ce régime-là au pouvoir et en même temps, on le poursuit pour des faits criminels. C'est seulement aujourd'hui que ça arrive, depuis une semaine. Mais c'est un mystère pour personne que Hashim Thaçi était à la tête d'un clan mafieux et que globalement... Et qu'il a participé lui-même en particulier, ce qui lui reprochait à des opérations de trafic d'organes, enfin des choses absolument sordides. Mais le Kosovo est un beau pays, puisque voyez-vous, nous devions être accompagnés par un de vos confrères journalistes, qui a toujours eu la plume un peu sèche à l'égard de ce qui se passe au Kosovo, sur le registre de ce que je viens de vous expliquer maintenant. Eh bien, il a été refoulé à la frontière vendredi matin pour propos non conformes à ce que souhaite l'État. Donc c'est un peu comme si vous voulez, en Angleterre, quand vous arriviez à Saint-Pancras après avoir pris l'Eurostar, on vous expliquait, monsieur, vous avez dit des bêtises sur le Brexit, faites demi-tour. Voilà, donc c'est un beau pays. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a des bêtises qui ont été dites sur le Brexit. Ah, ça, mon Dieu, oui, mais oui. Mais la bêtise n'est pas pénale en Angleterre. Et elle n'est pas punie pénalement, ni de délit d'opinion. Donc l'Union européenne finance à coups de millions, les États-Unis d'ailleurs aussi, un pseudo-État qui, en réalité, relève toujours de la même logique. Il faut que l'histoire du Kosovo soit une belle histoire. Il faut que le multiculturalisme fonctionne. Il faut que l'Europe arrive à démontrer qu'on peut installer en son cœur un État musulman et que tout va bien se passer. Est-ce qu'on ne retrouve pas, vous dites toujours la même logique, en effet, ça nous rappelle quand même ce qui s'est passé en Afghanistan avec l'échec de l'Afghanistan, ce qui s'est passé en Syrie, et là vous nous racontez le Kosovo. À chaque fois, cette intervention étrangère au nom des belles idées, de la démocratie, tout ça, font tomber tout ça à l'eau, encore pire que les situations antécédentes, pour avoir un régime souvent qui portait à l'islamisme. Oui, alors il y a une petite différence par rapport aux situations que vous mentionnez, c'est que nous sortions en 99 de quelques années extrêmement violentes de guerre, dont les habitants de Belgrade et les Serbes d'ailleurs se souviennent, puisque malheureusement, pour notre honte, la France a participé au bombardement de l'OTAN sur Belgrade et sur la Yougoslavie, pour notre honte, oubliant des années, des décennies, sinon des siècles d'amitié. Il faudrait refaire une émission là-dessus. Ce serait très intéressant, et on verrait que Hélène d'Anjou était l'épouse d'un roi serbe du XIIIe ou XIVe siècle, donc c'est une vieille affaire, l'alliance entre la France et la Serbie. Nous l'avons foulée aux pieds il y a 25 ans, en participant à ces bombardements, ou à plus de 20 ans. Les Serbes s'en souviennent, je peux vous dire. J'étais hier au bord de la forteresse qui est devant l'ambassade de France à Belgrade, au-dessus du Danube, dans cet endroit d'Europe si particulier qui est à la fois la limite du monde orthodoxe et du monde catholique, en même temps que la limite de l'Empire ottoman et de l'Europe occidentale. C'est très mystérieux cette ville de Belgrade, très émouvant aussi. Eh bien, les habitants de Belgrade ont érigé une magnifique statue en hommage à la France et à la protection par la France de l'armée serbe au moment de la Première Guerre mondiale. Et la statue a été voilée par les habitants de Belgrade pendant les bombardements pour que la France ne voie pas son propre pays bombarder une ville amie. Voilà, ça vous dit l'intensité de l'amitié, de l'admiration, de l'affection qu'il y a pour des Serbes, pour le peuple français, avec une espèce de mépris total pour nos dirigeants, mais comment ne pas les comprendre. Alors politiquement, comment expliquer que la Serbie veuille à tout prix rentrer dans l'Union européenne ? Elle ne veut pas à tout prix. Si j'ai bien compris ce que j'ai entendu sur place, parce que j'ai passé la journée d'hier à Belgrade justement à essayer de comprendre un petit peu cela. Elle ne veut pas à tout prix. Il y a très forte pression pour qu'elle y entre, pour simplement que l'Union européenne arrive à diminuer l'influence russe en Europe. Et encore une fois, faire en sorte que... Il faut que la Serbie reconnaisse le Kosovo pour entrer dans l'Union européenne. Ça n'arrivera jamais pour des tas de raisons, mais il faudrait que vous puissiez en reparler sur votre antenne. Nous vous réinviterons pour parler aussi de la Serbie, un sujet majeur évidemment. Les Serbes s'en souviennent, vous le dites, et nous devons avoir un devoir de mémoire par rapport aux Serbes et aussi un devoir de mémoire sur nos responsabilités, notamment au Kosovo. Merci en tout cas Jean-Frédéric Poisson pour ces éclaircissements. Je rappelle, président du parti VIA, La Voix du Peuple, et merci à vous Marc Hainaut, journaliste à Boulevard Voltaire. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.